Salut à tous, bienvenue sur Sport en France. Nous poursuivons dans ces émissions spéciales les volets sur les arts martiaux qui prennent une place importante avec le MMA GP, le Muay Thai aussi Grand Prix qui s'installe sur Sport en France. On a parlé MMA il y a quelques jours sur l'antenne de Sport en France. On va développer le Muay Thai. Sa pratique évidemment, mais aussi et surtout ce rendez-vous du 10 juillet qui sera un rendez-vous très fort, une belle réunion du côté de Cirque d'Hiver et ce sera à vivre à partir de 22h30 sur l'antenne de Sport en France. Ce sera à vivre avec, sur ma gauche, Lucie Berthaud. Salut Lucie. Salut, comment ça va? Mais ça va bien. Ça va très bien. Et toi? Écoute, parfait, on a du Muay Thai sur Sport en France, mais c'est incroyable, merci pour ça. On se régale, on en salive d'avance, même si on s'est déjà régalé ces derniers temps avec des rendez-vous sur l'antenne, puisque vous le savez, Sport en France, c'est la chaîne où vous pouvez voir le plus de disciplines dans l'Hexagone. Dans des octogones aussi, on en a parlé avec le MMA, mais dans l'Hexagone. Lucie, tu seras accompagnée pour ce rendez-vous de 10 juillet de Greg MMA. Salut Greg. Salut Maxime, ça va? Ben ouais, je suis au top. Je me fais un petit peu petit quand même. J'essaye de chambrer personne sur ce plateau. Tu vois, avoir des combattants dans quelques secondes. Je fais quand même attention. Voilà. Mais tu es là pour m'aider. Ouais, exactement. S'il y a un problème, je sais que tu es là. Abdel Kaznadji est avec nous également. Salut Abdel. Salut Maxime. Toi, tu as géré cette organisation, ce GP dont tu es le cofondateur de Muay Thai. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a présidé dans cette volonté? On sait qu'il y a un côté, ce MMA GP, qui est dans un vent extrêmement porteur, sur lequel tu as su évidemment surfer et t'intégrer. En ce qui concerne le Muay Thai, tout cet aspect pied-point, il est un petit peu plus vivotant. Qu'est-ce qui a présidé à ta volonté de faire revivre tout ça? La passion en priorité. Moi, je viens du pied-point à la base. Hein, d'accord. C'est mon sport, voilà. Petit côté coup de cœur alors. Exactement. Et puis, redynamiser un petit peu la discipline, parce qu'en France, il n'y a plus beaucoup de Muay Thai, ou très peu. Beaucoup de petites associations qui organisent des événements locaux dans leur région en fin de saison. Mais des événements majeurs, il n'y en a plus beaucoup. Donc on s'est dit que donner un événement pied-point avec on va dire la qualité de captation, la qualité d'image générale du MMA GP au pied-point, on s'était dit que c'était une bonne idée. Donc au Cirque d'Hiver, on aura exactement la même configuration que le MMA GP pour du Muay Thai et du K1. Donc le lendemain 10 juillet. Ouais. Exactement, on aura juste enlevé l'octogone pour se préparer. Laetitia Bakissi et Bertrand Lambert seront là dans quelques secondes, deux des combattants qui officieront le 10 juillet pour parler de leur discipline et puis de leur préparation, surtout qui sera sur la finalisation. Avant cela, on va pouvoir peut-être pour celles et ceux, parce qu'on espère évidemment proposer plein de rendez-vous Muay Thai sur l'antenne, développer et intégrer de nouvelles personnes à la connaissance du Muay Thai. Est-ce que tu peux nous dire, Lucie, un petit peu de quoi il retourne? On a parlé de boxe pied-point, mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment s'imposer dans ces combats? En quoi ça consiste? Alors, le Muay Thai, on le connaît aussi sous le nom de la boxe thaïlandaise. Tout simplement, c'est l'un des arts martiaux, en tout cas de striking, c'est-à-dire sport de combat debout, sport de percussion, qui est le plus complet. Pourquoi? Parce qu'en Muay Thai, on peut mettre des coups de poing, des coups de coude, des coups de genoux, des coups de tibia, des coups de pied. Bref, c'est l'un des arts martiaux les plus difficiles, à mon sens, pour en avoir testé un certain nombre. Et puis, très complet. Très complet. On a le Muay Thai et derrière, on a par extension le MMA. C'est la suite un petit peu logique pour moi. Mais le Muay Thai, c'est déjà un gros sport dans le paysage français. Extrêmement télégénique, je dirais même aérien pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément la discipline et qui voudraient la découvrir le 10 sur nos antennes. Greg, il y a des pionniers, il y a des figures emblématiques qui ont fait connaître cette discipline, qui l'ont développée et qu'il faut connaître si on veut briller à la machine à café lundi. Ah ouais, il y en a à connaître, il y en a beaucoup. Ouais. Mais bon, on pourrait les citer dans l'ordre, dans le désordre: Dida, Skarbowski, Danny Bill. Des gens qui ont fait grandir cette discipline, qui avaient des skills particuliers, qui ont fait vibrer. Des guerriers qui ont fait briller ce sport qui est extrêmement difficile et extrêmement populaire. Il faut savoir que l'avantage du Muay Thai par rapport au MMA, c'est que parfois les gens ne sont pas aptes à comprendre ce qui se passe au sol, alors que
en Muay Thai, c'est facile, entre guillemets, pour le spectateur. Il peut prendre beaucoup plus de plaisir facilement, sans être éduqué. C'est de la percussion, ça frappe fort. Et c'est, comme a dit Lucie, un des sports de combat les plus durs, les plus rudes. Ça fait mal, ça va vite, et il y a souvent du chaos. Vu que c'est ta discipline, Abdel, tu avais une icône, toi, même en France, peut-être, dans le développement de cette discipline, quelqu'un qui t'a marqué, ou même aujourd'hui, hein, qui est en activité, qui t'a marqué les esprits, qui a marqué les esprits, qui est un ambassadeur de Aujourd'hui, en activité, on a Sami Sana, oui. un grand champion qui évolue dans le monde. Il est sur le One FC, donc une très belle organisation qui allie d'ailleurs Muay Thai, K1 et MMA. 140 victoires en 150 combats, Ouais, donc bon, ça pèse un peu, ouais, donc Carrément. effectivement. Et puis après, un peu plus loin, moi, il y a des combattants comme Guillaume Carner, comme Skarbowski, c'est des gens qui ont. C'est des combattants français, mais qui ont été faire leurs armes en Thaïlande directement, à une époque où c'était très compliqué. Je veux dire, quand on arrivait avec une tête d'Européen en Thaïlande pendant les années 90, croyez-moi, c'était pas. On vous prenait plus pour un la chair à canon. Ouais, exactement, Ouais. carrément. Et puis il y a quelques Français qui se sont démarqués très durement, parce qu'il faut être réaliste, et puis qui ensuite sont arrivés en France et ont commencé à combattre en France, et puis pareil, à faire connaître ces disciplines. C'est grâce à ces combattants-là, Dida, Skarbowski, Karner, tous ces gens-là, Danny Bean, il y en a énormément. On va détailler les combats avec tes combattants qui nous attendent en coulisses, qu'on va retrouver dans quelques secondes. Avant ça, un petit mot sur ce GP. Tu nous as expliqué la genèse un petit peu. Après, il faut développer quelque chose qui soit crédible, parce que sinon tu ne te lances pas, évidemment. Qu'est-ce qui va faire la force de cet event, particulièrement là, du 10 juillet? C'est surtout dans la qualité de l'événement. Ce n'est pas un événement qui est lancé dans un gymnase en banlieue. Voilà. On va essayer de mettre en avant les combattants. On a des combattants de qualité sur le plateau. On a de très grands champions. Et je pense que tout va se jouer. On a combien là sur le plateau, je crois qu'on a 12 combats. 12 combats, ouais, ok. 12 combats. Et tout va se jouer sur la qualité de l'événement. Honnêtement, cirque d'hiver. Il y a très peu de moyens, il faut savoir, dans ces sports-là. Le Muay Thai, le K1, il y a très peu de moyens. Donc souvent, ça se fait dans des gymnases, c'est de l'associatif. Et là, voilà, avoir un événement au cirque d'hiver en pied-point, ça n'arrive pas tous les jours. Vous avez les grandes organisations qui arrivent, comme le Glory à l'époque, qui faisait Bercy, qui faisait le Zénith. Mais avoir une compétition récurrente, parce que le but, c'est d'en faire d'autres, c'est qu'on en ait au moins 6 ou 7 par an. Ça c'est une bonne info pour les combattants. Oui, tout à fait. Donc on va en avoir au moins tous les 3-4 mois, je pense. Donc, ok. Eh bien, on va suivre ça. Et tu sais quoi, on va même aller dans le détail de tes combats et voir ce qu'il va falloir suivre avec quelques-uns des combattants. Merci, Abdel, de nous avoir présenté ce GP. Puis on se retrouve avec donc, eh bien, 2 combattants dans quelques secondes qui sont en coulisses. À tout de suite. Merci à vous. Et qui de mieux que les principaux acteurs de cette soirée au cirque d'hiver pour nous parler de ce rendez-vous du 10 juillet? Eh bien, c'est ce qu'on a fait. C'est Sport en France qui vous les offre sur un plateau, sur notre plateau, pour cette émission spéciale consacrée à ces rendez-vous Muay Thai GP avec, sur ma droite, Laetitia Bakissi. Salut Laetitia. Salut. Ça va? Ouais, ça va. Et vous? Estime en force, donc. Estime à fond. Bon, on va pouvoir évidemment parler de ton combat, de ton actu aussi. On va développer le Muay Thai. Hein, on n'en parle pas beaucoup sur les antennes en France. Et bien là, on a une belle fenêtre grâce à ce rendez-vous du 10 juillet. Tu affronteras Maria Mariani. À l'occasion de ce rendez-vous. Pour toi, c'est un vrai retour aux affaires. L'après-Covid, et même le Covid a été extrêmement compliqué à gérer. Oui. Pas de combat, tu m'as dit, depuis le Covid. 2 ans. 2 ans, malheureusement. Et comment on fait? Écoutez, on fait comme on peut, on va dire. On va dire que ce qui fait office de combat, on va dire, c'est plutôt les sparring qui, justement, nous aident un peu à passer le temps. Mais c'est vrai que oui, ça fait 2 ans. Ils prennent cher, du coup. Beaucoup. Beaucoup, mais il ne faut pas le dire. Faut pas le dire. Non, mais au-delà des sourires, ça doit être extrêmement frustrant. Ouais. Qu'est-ce qui a été empêchant? Le côté discipline corps à corps, la proximité, qu'est-ce qui a fait que les règles ont été extrêmement dures à suivre? En fait, après nous, c'est vrai qu'on a eu la chance justement quand même de s'entraîner malgré
le Covid, on va dire. C'est-à-dire vraiment, on a pu s'entraîner à l'extérieur, etc., etc. Mais c'est vrai que moi, la difficulté en fait de m'entraîner, elle n'était pas énorme puisque j'arrivais à m'entraîner. Mais après, c'est vrai que le manque de fight a été dur à gérer. Parce que forcément, un athlète, on le valorise. Enfin, en tout cas, il se valorise surtout sur des périodes de combat, quoi. Donc, en vrai, pour moi, l'entraînement n'a rien changé. C'est plutôt, c'est le terrain, en fait, qui manquait. Donc, bon. C'est vraiment une problématique qui a été récurrente, et notamment sur ma gauche aussi pour Bertrand Lambert. Salut Bertrand. Salut. Ça va ? Ça va très bien. Bon, super. Oui, mais ça va bien, ça va bien. Écoute, je me tiens à carreau depuis un petit moment quand même. On fait gaffe, J'imagine, je t'ai même vu un peu opiner du chef et acquiescer quand Laetitia parlait de ces problématiques qui furent les mêmes pour toi, de fait. Même si tu as eu une reprise avant ce combat qu'on verra le 10 juillet, tu as eu l'occasion de pouvoir à nouveau combattre. Déjà, tes sensations, la frustration qui fut la tienne, comment tu as occupé ce temps-là jusqu'à ce combat du mois de mars, c'est ça ? Ouais, c'est ça. J'ai combattu en mars dernier et ça s'est bien passé. C'était une bonne reprise. Après, j'ai arrêté moi de combattre, pas uniquement avec le Covid. J'en ai profité pour, en fait, je créais ma salle avec mon frère dans le 15e arrondissement de Paris. Et donc voilà, je me suis lancé dans cette création de salle et du coup, j'ai continué à m'entraîner toujours en parallèle. Les compétitions n'étaient plus mon objectif, en tout cas pendant cette période. J'en ai profité pendant le Covid. D'accord. Parce que tu savais que l'actu combat serait difficile. Je savais que c'était un peu limité, donc j'en ai profité. J'ai essayé de mettre à profit ce temps pour développer ma structure. Lucie ? J'ai une question en fait. Justement, là où ça aurait pu dissuader des gens d'ouvrir une salle, étant donné le contexte, vous avez choisi d'ouvrir votre salle. Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience ? Est-ce que tu t'es dit, bon, on pourra peut-être ouvrir en douce, ou c'était un besoin de sécurité ? Comment c'est né cette idée en fait ? Parce que ça aurait pu dissuader beaucoup de monde. C'est vrai que ça a dissuadé beaucoup de monde. Je pense que ça nous a donné la possibilité de trouver des locaux aussi un peu plus facilement. Et nous, on se dirigeait sur une structure assez petite. Dans ce cas-là, le Covid ne posait pas vraiment de problème puisque c'était assez safe. On fait des séances en cours particulier ou en petits groupes. Du coup, on a la possibilité de surveiller, de faire bien attention aux contraintes sanitaires, par exemple. D'accord, donc c'était plutôt sécurisant pour toi en tant que combattant ? Ouais, c'est ça. Et c'était vraiment trouver une alternative à ce manque de combat. Donc, on a occupé notre temps utilement, on va dire. Tu as eu ce bébé-là, ce bébé Covid, post-Covid. Comment tu te recentres sur toi ? Quand est-ce que ça arrive ? Quand est-ce que tu repars le combat avec ton équipe, avec ta structure ? Comment ça se passe ? J'ai jamais arrêté de m'entraîner. Hein. Je suis toujours régulier et je me suis toujours préparé avec mon frère. C'est avec mon frère que j'ai ouvert la salle. Donc on n'a pas trop changé nos préparations. On a juste eu plus de facilité puisqu'on avait le cadre maintenant pour s'entraîner. Donc, avant, je m'entraînais à Villejuif, l'académie des box, qui est une très bonne team aussi. D'accord. Maintenant, j'ai plus trop le temps d'y aller. Je me concentre sur mon entraînement dans ma salle et on a la structure, on a les connaissances et on connaît suffisamment de gens pour venir s'entraîner avec nous et nous permettre de parfaire notre préparation comme il se doit. Voilà. Première donc sur ce GP, on est d'accord pour toi là, le 10 grande première. Tu affrontes Akimba qui te rend quelques années, je crois, un peu plus jeune. C'est ça. Bon, ça se joue à l'expérience tout ça. Comment est-ce que tu as des infos On va essayer de faire jouer l'expérience. Écoutez, c'est son premier combat en K1 surtout. Lui, il a l'habitude de combattre en Muay Thai, donc on va essayer de jouer un petit peu là-dessus. Je sais qu'il aime beaucoup le corps à corps, les coups de genoux, les kicks. Donc moi j'aime beaucoup l'anglaise aussi. Donc on va essayer de faire parler nos armes et de faire jouer ça à notre avantage. Tu parlais tout à l'heure, Greg, du côté facilement visible et facilement appréhendable pour on va dire les personnes lambda comme moi, un peu moins experts forcément. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la noblesse du Muay Thai et les qualités qu'il faut développer surtout pour être un bon combattant comme nos deux champions français là? Déjà, la noblesse de ce sport, c'est sa dureté. C'est un sport qui fait très mal. On reçoit des os sur son corps, des coups de tibia, des coups de poing, des coups de coude. Donc ça demande une force de caractère très grande. Et les qualités, c'est de l'explosivité, beaucoup de courage, du coup d'œil. C'est un sport qui est très rapide et qui est très agréable à regarder. Là, on a vu tout à l'heure des images d'entraînement de Bertrand. C'est très très propre. Donc c'est un grand technicien, au-delà d'être des combattants durs au mal. C'est un sport qui est très technique.
Et là, on peut le voir sur ces images. Ce qu'il fait, c'est très beau à voir, notamment avec son partenaire après. Là. Merci. T'as un surnom, Bertrand ? Non, j'ai pas de surnom. On m'appelle Captain America. Ah, voilà, donc t'as un surnom en vrai. Voilà, en fait, c'est que tu l'assumes pas. Je le développe pas plus que ça. D'accord, ok. C'est plutôt du coup visage, quoi, une forme de cacassé, quoi. On t'a dit, tu ressembles à l'acteur. En équipe de France, on m'a appelé comme ça. Ok, très bien. Ouais, Captain France, alors on va t'appeler comme ça. Et tu as face à toi la panthère noire. Mais pourquoi la panthère noire ? D'où vient ce surnom ? C'est ton côté félin sur le ring ? Exactement, je crois apparemment. Mais j'ai une bonne info, hein, rassure-moi. C'est pas fake. L'info est bonne, mais c'est vrai qu'aussi à l'entraînement, je grogne. Donc apparemment, c'est de là que tout ça est né. Ouais, effectivement. D'accord. Genre sur des moves, tu es capable de tâcher, de quoi. grogner, ouais. Okay. C'est exactement, donc ça les fait peur un peu. C'est pour ça qu'ils m'appellent la panthère noire. Ok, bon, on fera gaffe. Si tu commences à grogner, c'est pas bon signe pour nous. on va faire gaffe. On a des images toutes fraîches où on te voit à l'entraînement, justement, Laetitia. C'est Louis Delperrier, l'équipe Sport en France, qui est venue te sonder. C'est tout frais, justement, avant ce rendez-vous du 10 juillet. L'occasion de parler un petit peu de la préparation. Oui. On a évoqué ce timing très, très long. Comment on retrouve la niaque d'un avant-combat. Voilà, comment on se remet dans un shift, punaise, je vais combattre là. Et comment on se met en mode fighting spirit réel, parce que les sparring c'est une chose, l'entraîneur c'est une chose. Exactement. Comment tu vois ton mindset là ? Je pense que dès lors où, pour ma part en tout cas, dès qu'on m'annonce une date, je me mets tout de suite dedans. C'est-à-dire que j'ai pas forcément de choses ou quelque chose qui va me faire que, voilà, à partir du moment où on me donne une date, moi tout de suite je rentre dans le vif du sujet en fait. C'est-à-dire que ça me motive pour tout, pour la perte de poids, parce que bon, j'ai quand même perdu du poids pour cette prépa-là, l'entraînement, et c'est vrai que... Tu entres dans quelle catégorie En 67 kilos. 67 ? Ouais, en 67 kilos, et c'est vrai que du coup j'ai dû perdre, parce que j'ai changé de club, maintenant je suis à la BS Team. Chez Achille, donc du coup il a fallu perdre 13 kilos, donc je suis arrivée jusqu'au bout de ça, donc c'est vrai que en fait la motivation se met en place automatiquement quand la date est là, et après il n'y a plus de questions à avoir, il y a plus de... On y va quoi, on est focus. Quand on t'a entendu dire à partir du moment où on me donne une date, ça veut dire qu'il y a eu des désillusions récentes là. Bien sûr. Il y en a eu beaucoup. Oui, il y en a eu exactement avec le Covid justement. Et donc là, psychologiquement, on se retrouve un peu, allez, je vais prendre une expression un peu dure, mais on se retrouve un peu chiffon des fois. Enfin, c'est dur de. Totalement. Non, en plus, honnêtement, moi j'ai même pensé à arrêter parce que moi je suis maman aussi, donc de 2 enfants, donc c'est vrai que j'ai quand même d'autres priorités dans ma vie. Et c'est vrai que je me dis à quoi bon, parce que je m'entraîne et j'ai, comme vous avez dit, des désillusions. Donc, il y a des dates qu'on attend et puis elles n'arrivent pas, elles sont annulées. Donc, c'est vrai que je me suis posé la question, est-ce qu'au final, ça en vaut le coup ? Mais bon, finalement, dès qu'il y a une date qui s'est posée et que ça a été du concret, on est reparti, quoi. Lucie, on évoque souvent, et on l'a fait aussi dans l'émission tout à l'heure sur le MMA que vous avez pu visionner sur Sport en France, les qualités athlétiques de ces champions. On voit aussi l'aspect mental qui prend une part prépondérante dans la préparation, dans la capacité à aller chercher le poids, dans chercher cette adversité, la niaque. C'est peut-être l'un des points les plus forts, les plus durs de ces champions. De toute façon, de manière générale, pour moi, un combattant, lorsqu'il évolue à haut niveau, c'est qu'il a des démons à l'intérieur. Voilà, ce sont des gens qui sont un petit peu torturés, je ne sais pas quels sont les vôtres, mais ce qui est sûr, c'est qu'on partage tous ce trait commun. À partir de là, chacun a son combat à livrer, et ça va bien au-delà du ring ou de la cage, ça va au-delà de ça. Ouais. C'est donner du sens à tout ce qu'on a fait depuis des années, en fait. Et là, je pense que pour Laetitia, à un moment donné, si elle s'était arrêtée pendant le Covid, il y aurait eu un goût d'inachevé. Elle n'aurait pas pu arrêter de toute façon, dis-moi si je me trompe. Pas du tout. Et puis voilà, donc c'est une histoire de donner du sens à sa vie, parce que le sport, le combat qui plus est vraiment une métaphore de l'existence. On se construit à travers ça, ça devient notre identité. Donc qui on est en dehors du ring et de la cage, en fait. Et je pense qu'elle n'était pas encore prête à répondre à cette question, Laetitia. Là, elle a encore des devoirs à accomplir, et je pense que c'est pareil pour Bertrand. On a du mal à arrêter, on a toujours des démangeaisons dans les mains, en fait. Et à un moment donné, on doit sentir ce moment arriver. La carrière se dérobe à nous, mais quand ce n'est pas l'heure, ce n'est pas l'heure. Justement, Bertrand, par rapport à ce que vient de nous dire Lucie, il compte beaucoup, ce combat du 10 juillet, pour
penser à la suite pour le moment, tu es assez court-termiste par rapport à ce combat où tu envisages des portes s'ouvrir, des choses se faire à l'issue de ce combat, si c'était positif? C'est une belle chance qu'on me propose là, de boxer dans cette organisation, qui est vraiment une belle organisation. Il y a peu d'organisations qui nous proposent de combattre dans Paris avec une belle visibilité, donc c'est vraiment une belle opportunité. Et oui, j'espère faire une belle performance pour pouvoir avoir d'autres opportunités derrière dans la même organisation. Justement, tu parles de cette opportunité. C'est Abdel qui t'a contacté, qui t'a démarché directement. Comment t'as accueilli en tout cas cette volonté de t'avoir dans les temps difficiles qui étaient les nôtres? C'est Eric, je crois, qui m'a contacté. Et du coup, on m'avait proposé un autre gala qui était en banlieue parisienne. Enfin bref, que j'ai entre les deux, on fait vite le choix. Hein. Dès qu'on a une plus belle visibilité, une belle reconnaissance, c'était vraiment un plaisir d'accepter cette proposition. Donc, voilà. Plutôt tranquille et plutôt serein. Serein aussi, l'attente de l'événement, ou tu sens un petit stress qui monte là? Toujours. Le stress, il est positif pour moi. S'il n'y a pas de stress, c'est pas bon. Je ne suis pas attentif et je ne suis pas efficace après le jour de la compétition. Donc ce stress est utile. Voilà. Il est utile aussi. Laetitia, est-ce que tu le sens aussi un peu poindre? Parce qu'on a parlé tout à l'heure de ta préparation, de difficultés un peu à avoir. Oui, le stress, il est tout le temps là. Après, c'est vrai que avec les années, on arrive à le gérer, on arrive justement à le transformer plus en force qu'en quelque chose de négatif. Donc, c'est vrai que oui, le stress, il est là, et je pense que oui, on en a besoin pour justement dépasser ça et puis atteindre l'adrénaline qui nous emmènera jusqu'en bas du ring, quoi. Greg, tu as connu des impasses aussi longues en carrière comme ça? Des moments avec 18 mois, 2 ans, sans pouvoir pratiquer ton art? Non. Je me suis battu de mes 17 ans jusqu'à mes 29 ans, avec très peu de temps entre les combats. Donc, J'imagine du coup que tu dois te dire, waouh, se mettre dans leur état d'esprit là, ça doit être assez compliqué. C'est très dur, mais bon, moi surtout, je combattais en multi-style. Donc, il y avait des compétitions de grappling, de karaté, il y avait des compétitions amateurs de MMA, du MMA. Donc, c'était facile, alors qu'eux, ils n'ont que la boxe thaï, entre guillemets, et il n'y a pas toujours des opportunités. Mais attendre comme ça, c'est terrible. Comme l'a dit Lucie, c'est notre identité. Ouais. C'est comme ça qu'on brille en société. C'est ce qui nous aide à nous lever le matin. Il y a les enfants aussi, mais bon, ça c'est notre passion, donc si on ne peut pas s'exprimer, c'est terrible. Ouais. Dans vos deux parcours, il y a aussi des relations fortes tissées avec l'entourage. Bertrand, c'est une relation donc non pas filiale, mais avec un frangin. Comment ça se gère au quotidien? J'imagine une toute petite présence du Muay Thai dans votre vie, quoi. Toute petite, hein, légère. Le club, l'entraînement, c'est fusionnel, non? On vit pour ce sport. Hein. C'est notre passion, c'est notre travail maintenant. Hein. C'est pour ça qu'on a ouvert notre salle, pour en faire de notre passion, notre travail. Et du coup, ça nous permet de nous entraîner en même temps. Donc, on réunit tout. Voilà. Et on se fight un peu entre frangins ou pas? Ah bien sûr, quand on était confinés, au moins t'as un frère avec qui c'est ça. Moi j'avais un pneu mince. J'aurais aimé avoir un frère ou une sœur. T'avais un pneu? Toute notre vie comme ça. On s'est tapé dessus toute notre vie. Donc voilà. D'accord. Du coup maintenant on se tape un peu moins quand même. On s'est calmé un petit peu. On a déjà assez mangé comme ça. La force de l'âge. Maintenant ça doit rester utile. Juste pour les combats, juste pour les compétitions, juste pour les sparring qui sont bien préparés. Voilà. Laetitia, il y a un changement de club. Malgré tout, toi aussi, il y a une vraie force, vraie relation très forte avec ton coach. Franchement, honnêtement, je ne m'attendais pas à autant de bienveillance, à autant de niveau, à autant de combativité. En fait, vraiment, le changement de club, il m'a redonné un second souffle. Et j'en avais réellement besoin. Et tout de suite, ça a fusionné. C'est quelqu'un que je connais depuis des années. On ne s'était pas vu depuis des années. Mais le premier jour, voilà, où je suis venue, où je me suis dit, bon, est-ce qu'il y a possibilité de venir m'entraîner, tout ça? Donc tout de suite, la bienveillance sur le visage, la bienveillance dans tout, quoi. Donc c'est vrai que c'est comme si j'étais déjà de la famille, en fait. Donc, on imagine un frangin avec lequel on puisse être un frère confident. Ouais. Est-ce que c'est un peu le cas aussi? Totalement. Ouais. Totalement. Ah oui, mon coach, c'est mon grand frère. Totalement. Et un déversoir à frustration, Lucie, non? Dans ta carrière, un déversoir à frustration aussi, le coach, un peu?
Quand tu as des frustrations. Non. Moi, pour moi, oh non. Mon coach est un grand homme, vraiment. Pour supporter tout ce qu'il supporte avec moi à l'entraînement, non, c'est un grand homme. Mais il faut avoir une capacité à encaisser le style féminin. Tout le monde n'est pas adapté à ce style. Hein. C'est-à-dire que nous, hormonalement, c'est clair. Il y a des hauts, il y a des bas, et il faut qu'ils s'accrochent, quoi. Donc, et surtout en période de combat et de préparation, il y a de très grands hauts, de très grands bas. Donc si on a cet homme qui est bienveillant, qui a cette écoute, qui sait écouter sans s'emporter, parce qu'on peut être horrible. Bien sûr. Bon voilà, ça demande des capacités très particulières de coacher une femme, moi je trouve, hein, en tant que femme. Je ne pourrais même pas le faire moi-même. C'est clair, moi non plus. J'ai posé la question tout à l'heure à Bertrand, Laetitia. De ton côté, les attentes liées à ce combat, elles vont au-delà, j'imagine, certainement, compte tenu de la phase qui est la tienne dans ta carrière. Tu te vois où là, dans les prochains mois, dans les prochaines années? C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est moi, j'aimerais bien, en tout cas, prendre plusieurs ceintures, chose que malheureusement, je n'ai pas pu faire pour soit manque de contact. C'est vrai qu'à l'époque, quand moi j'ai débuté, c'est vrai que j'étais dans une catégorie haute. Donc c'est vrai que je boxais pas beaucoup. Vraiment, j'ai débuté ma carrière très tard. Faute de combattante? Exactement, exactement. Et c'est vrai que c'est pour ça que la proposition d'Eric, tout de suite, c'est quelqu'un que je connais depuis des années, avec qui voilà, on a quand même cette fraternité. Et c'est vrai que ce combat-là, voilà, je me suis dit, j'ai envie de faire mon retour en France, chez lui, parce que voilà, on a toute une histoire, on se connaît depuis des années, etc. C'est vraiment quelqu'un que j'affectionne particulièrement, donc c'est vrai que voilà. Eric Konako, on le voit sur les images, hein, cofondateur avec Abdel qui était avec nous de ce GP, qui donc vous a tous les deux contacté pour ce joli rendez-vous du 10 juillet. On vous suivra donc tous les deux en 67 kilos, ok? On sera là évidemment sur Sport en France, avec Greg, avec Lucie, pour vous faire vivre ce moment. Merci de nous avoir accompagnés sur le plateau de Sport en France. Vous l'avez compris, l'univers est sur le MMA, le Muay Thai. Vous pourrez choisir évidemment votre univers sur le replay. Pourquoi choisir? Les deux seront disponibles. Vous pourrez les déguster même juste avant ces deux réunions pour vous préparer, pour vous mettre en bouche, vous mettre en appétit. Et Lucie Berthaud et Greg MMA ensuite prendront les commandes à partir de 22h30 pour vous faire vivre ce grand rendez-vous, on en espère plusieurs. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis, d'avoir accompagné nos champions ici sur ce plateau. Laetitia Bertrand, donc, que l'on retrouvera le 10 juillet. Merci aussi aux équipes en régie autour de Pierre Driot, notre réalisateur. Lucien Jahan, bravo à lui pour son travail en tant que chef d'édition, et toutes les équipes techniques qu'ils ont accompagné pour coordonner ce rendez-vous spécial. Les arts martiaux plus que jamais, donc sur l'antenne de Sport en France. À très vite pour un nouveau numéro. Bye bye.